une vedette de notre Le cinéma bouge encore, nous sommes là pour l'achever. Salut les amis. Salut. Hello. Tu souhaites dialoguer avec les podcasteurs chauds de ta région, tu peux chaque semaine nous envoyer au 3615 sans trucage Au singulier. à gmail.com toutes tes questions concernant le cinématographe et l'image animée. Et au menu cette semaine, Snyder reboot Carpenter, le box-office US s'envole, le palmarès de la cringène. Mais nous vous l'avions promis à Cannes avec un peu de recul, et c'était important sur un sujet aussi sensible et aussi complexe. Nous commençons par faire un point sur le dossier Zappé Bolloré. Je vous rappelle que c'est le titre d'une tribune qui a mis le feu à la croisette avec la menace énoncée par le patron du groupe Canal+, Maxime Saada, de créer une liste noire et de ne plus travailler avec les signataires de cette tribune. Les choses ont considérablement bougé depuis la croisette. Où en sommes-nous précisément aujourd'hui, mercredi 3 juin, le soir où nous enregistrons? Simon, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif des épisodes précédents jusqu'à aujourd'hui? Alors si t'arrives à faire un petit récap, ce sera un beau challenge. Bon courage. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je vais faire de mon mieux. Cette tribune est publiée. Lors de sa publication, elle est signée par pas moins de 600 signataires, des cinéastes, des techniciens et techniciennes du cinéma. Bien sûr, il n'y a pas que des réalisateurs et réalisatrices, loin s'en faut. Et comédiennes. Et comédiennes, oui, absolument. Grosso modo, tous les corps de métier du cinéma. Une tribune qui donc visait à dire l'orientation politique donnée à Vincent Bolloré, par Vincent Bolloré, aux médias, entreprises de presse et autres, on va dire, caisse d'écho qu'il a acheté ou dont il a pris des participations importantes ces dernières années, cette dernière décennie, nous inquiète, eu égard à la variété qui fait la sève et la valeur du cinéma français. Dans les jours qui ont suivi, donc pendant le Festival de Cannes, Maxime Saada, qui est donc le grand patron de Canal+, a annoncé que les signataires de cette tribune ne travailleraient plus avec le groupe Canal, ou plutôt que le groupe Canal, activement, ne travaillerait plus avec les signataires de cette tribune. Évidemment, réaction outrée, scandalisée d'une petite partie de l'industrie, effet stressant d'immédiat, c'est-à-dire que ça a mis le projecteur sur cette tribune, et donc à l'heure où nous parlons, nous sommes à plus de 3500 signataires. Quelques jours plus tard, la Ligue des droits de l'homme ainsi que la CGT ont annoncé engager une action en justice au tribunal de Nanterre, donc face à la volonté affichée du directeur général de la chaîne. Quels sont les enjeux ? Il y en a un tout premier qui est de déterminer ce qui se passera ou ce qui ne se passera pas. Parce que, en fait, que vous disiez ou que vous ne disiez pas, j'ai une liste noire et je vais m'appliquer à ne pas collaborer avec les gens que j'ai mis dessus, le problème c'est que c'est improuvable. Si demain vous n'êtes pas embauché par Canal+, que vous soyez monteur, électro, technicien, technicienne, cinéaste, que sais-je, vous ne pouvez pas décemment dire non, je n'ai pas été embauché parce que j'avais signé la tribune, tout simplement parce que jamais Canal+ ou aucune chaîne ne vous enverra un courrier en vous disant je vous prends pas parce que je vous ai mis sur une liste noire. Raison évidente. Donc il y a cette problématique-là. Ensuite, se pose la problématique, à mon sens, et là je parle en mon nom et en mon nom uniquement, de quels sont les moyens que nous nous donnons individuellement et collectivement pour atteindre des buts politiques. Qu'on s'inquiète de l'orientation politique du groupe Bolloré, je le dis alors qu'à l'heure où nous enregistrons, moi j'émarge régulièrement au cercle sur Canal+, je le rappelle par souci de transparence, qu'on s'en inquiète, je le comprends, je le conçois, je partage cette inquiétude. Qu'on souhaite agir pour préserver la diversité du cinéma français, je le comprends et je partage aussi ce choix-là. Maintenant, après l'actualité des médias de ces dernières années, est-ce que des modes d'action tels que des tribunes et ou des pétitions ne sont pas finalement, vraiment, je veux dire, des erreurs en termes de but politique? C'est-à-dire, est-ce que justement, les grands capitalistes qui se partagent sans pitié les médias et les médiums en France ne profitent pas, assez souvent, de l'expression, quand bien même elle est légitime et nécessaire, des salariés de ces groupes pour justement pouvoir les mettre à l'index, parce qu'il y a un droit du travail et que ces capitalistes sont prêts à prendre le risque de se séparer, y compris en passant dans les prud'hommes, parfois pour des sommes importantes, à se séparer de leurs membres afin de vider de leur existence, si j'ose dire, des rédactions, des structures, et d'en remplacer les membres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que s'il doit y avoir une modalité de l'action et du questionnement,
des groupes de médias, de médiums. Je pense que ça passe, hélas, pas par les tribunes, pas par les pétitions dans les médias. Je pense que c'est tout simplement prêter son flanc à des attaques contre lesquelles on ne peut après plus grand-chose. Ça passe par l'action politique. Alors peut-être qu'il faut se demander maintenant quels sont les partis qui sont sensibles à ces questions, quels sont les partis qui sont prêts à agir contre ces mainmises et ces mainmises idéologisées dans les médias, et peut-être qu'il faut sensibiliser les élus en question, ou alors si il se trouve peut-être qu'il y a des partis qui s'intéressent à ce sujet, il faut peut-être communiquer avec eux, voire peut-être même voter pour eux. Mais je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif. De même, le rôle de Canal+, soyons très concrets, Vincent Bolloré est un capitaliste qui possède tout ou partie de Canal+. Mais enfin, si c'était pas Vincent Bolloré, on aurait un autre capitaliste qui posséderait Canal+, dont on apprécierait ou pas les orientations politiques, mais le problème technique posé par la propriété privée du groupe Canal+, demeurerait inchangé. Donc la question c'est, politiquement, qu'est-ce qu'on veut que soit Canal+? Est-ce qu'il doit y avoir un financier très puissant, à ce point-là puissant du cinéma français? Est-ce que ça doit être un financeur privé? C'est ça, me semble-t-il, les questions qu'il faut qu'on se pose maintenant collectivement. N'oublions pas, il faut le préciser, que Canal+ est lié à la production cinématographique, à un volume de production cinématographique par la loi. Oui, c'est ce que j'allais dire. N'oublions pas que obligé. Canal+ ne fait pas de la philanthropie, Bien ne sûr. donne pas de l'argent à des bobos wokistes qui lui crachent sur le dos. Canal+ a une politique de développement et ce que l'on peut peut-être regretter, ce que Simon laisse entendre à demi-mot, et je me permets de mettre des mots plus clairs dessus, et tu me diras si ce ne sont pas les tiens, parce que je ne veux pas te les mettre dans la bouche, mais c'est que si la tribune dénonçait effectivement l'emprise de Bolloré, utilisait le mot fasciste, qui apparemment a beaucoup fâché les fascistes, les équipes, elles, de Canal+, ont toujours été impeccables. Enfin, je veux dire jusqu'à preuve du contraire, toutes les personnes qui ont travaillé avec les équipes chez Canal ou chez Studio Canal louent leurs compétences et que, à part à une exception près, qui est très notoirement celle de François Ozon, que Bolloré a refusé de financer en lançant à l'époque, et ça a été rapporté dans la presse, pas de PD, pas de syndicaliste. C'était Christophe Honoré, pas Ozon. C'était Christophe C'était Honoré. Honoré et brisé. Ah ouais, C'était ouais. Honoré et brisé, ouais. Voilà, c'est ça. Donc je confonds un peu les deux. Bon bref, toujours est-il que ça, tout le monde est revenu très vite en arrière parce que c'est juste intenable et pas souhaitable par les équipes qui sont à la manœuvre directement, concrètement dans l'industrie cinématographique française. Alexis. En fait, ce qui est très important sur cette question-là aussi, c'est déjà, pour clarifier un petit peu la situation, au moment où nous enregistrons, Maxime Saada a partiellement rétropédalé quand même, par rapport à son coup de nerf, puisqu'il a dit qu'il ne ferait pas de liste noire. Et en même temps, il a dit qu'il ne fermait pas la porte au fait de faire un petit tri parmi les dossiers qu'il recevait, en disant, et il le présente lui comme quelque chose de naturel, ce qui n'est évidemment pas le cas, hein, c'est pas naturel, c'est une stratégie, mais il dit voilà, si quelqu'un débarque chez vous et vous traite de facho et que ça vous vexe, et qu'ensuite cette personne vous réclame de l'argent, vous serez peut-être plus susceptible de lui refuser ce prêt qu'auparavant. Sauf que, effectivement, comme Nicolas l'a dit, il y a une obligation de Canal+ à financer le cinéma français, je crois que c'est aux alentours de 30% des films français par an. Non, ça tourne pas comme ça. En fait, ces négociations se jouent sur deux volets. Il y a la question de la chronologie des médias, combien Canal met individuellement dans les films pour pouvoir les sortir à telle date. Oui, et il y a effectivement. aussi du fait également d'avoir globalement, je parle très grossièrement pour qu'on aille vite, mais une fenêtre de tir, de diffusion dans la chronologie des médias qui lui est favorable, quel pourcentage de son chiffre d'affaires Canal+ investi dans le cinéma. C'est ça. Mais effectivement, comme Nicolas donc le disait, merci pour cette correction Simon, pour le dire simplement, Canal+ est obligé d'injecter du pognon dans le cinéma français à un moment ou à un autre. Il y a les obligations légales. Par contre, j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux s'exprimer en disant « Mais en fait, Maxime Saada, il fait un coup de pression, il met un coup de bluff, mais derrière, il est pieds et poings liés justement par cette obligation passée par Canal. » Les gars, il y a énormément de films qui sont produits en France chaque année, pour beaucoup sans le soutien de Canal+. Maxime Saada, il a une grande marge de manœuvre pour revoir la ligne éditoriale de sa chaîne s'il en a envie. Donc, il est contraint de mettre du pognon dans le cinéma français, il a suffisamment de marge de manœuvre pour choisir dans quel cinéma français il va mettre son pognon. Donc il faut faire attention avec ça. Il y a évidemment une part de coup de bluff et de coup de pression qui n'a d'ailleurs marché que partiellement. Comme tu le disais Simon, ça a surtout eu pour effet dans l'immédiat de faire augmenter drastiquement le nombre de signataires et de donner de la visibilité à cette pétition et à la fronde anti-Bolloré. Surtout qu'il y avait des signataires internationaux comme Javier Bardem, Marc Ruffalo, Voilà, ça a donné qui encore plus d'ampleur. Qui n'étaient pas du tout au courant que cette tribune existait et qui, de fait, l'ont signé suite à ce phénomène-là. Mais soyons vigilants quand même. Maxime Saada, le PDG de Canal+, il a une marge de manœuvre. S'il décide de casser les couilles, pour le dire vulgairement, il peut le faire.
Et j'ajouterais deux petites choses. Quand bien même il y a effectivement, on l'a dit, on le répète, des obligations d'investissement de Canal, attention, elles sont négociées et renégociées régulièrement. Il me semble que c'est tous les 3 ou 4 ans, je ne veux pas dire les 3 de ans. bêtises. Tous les 3 ans, voilà. La chronologie des médias, c'est tous les 3 ans. Bah, là. je sais que la prochaine négociation, c'est 2027. Oui, hein. voilà, c'est ça, mais c'est l'année prochaine, tout à fait. Et c'est là. Et non, mais justement, cette tribune a été publiée au moment où commençaient justement ces négociations. Là aussi, il faut peut-être que collectivement tous, on se pose des questions de stratégie. C'est peut-être pas le meilleur moment. Quoi qu'on pense de Canal+, encore une fois, hein, c'est pas une défense du groupe que je suis en train de faire. Mais si on veut peser sur Canal+, c'est peut-être pas au moment où Canal+ va négocier combien il va investir dans le cinéma français qu'il faut le faire. C'est ça que je veux dire. Ou alors, à l'inverse, et pour avoir discuté avec des représentants d'autres financeurs du cinéma, c'est peut-être le moment de repenser complètement la chronologie des bien médias sûr. et l'implication des différents Absolument. partenaires et des différentes Bien chaînes sûr. françaises. Il n'y a pas que Canal+, dans le panorama français qui finance le cinéma, il y a TF1, il y a le groupe M6, il y a le groupe France Télévisions, bref. Et puis par ailleurs, on commence à voir, et nous avons vu aussi à Cannes, de plus en plus de films qui se font même sans chaîne de télévision. C'est-à-dire qu'ils se font avec une, voire 2 plateformes. Disney+, par exemple, Moulin, typiquement, est une production Disney+, HBO Max, TF1. Donc j'allais en parler justement de ça. Ouais, bah vas-y. Non, mais j'allais en parler parce que c'est un très bon exemple Moulin parce que justement Moulin signe la création du studio TF1 qui est la renaissance de TF1 qui s'implique dans des projets à grande ampleur, ce qui était le cas il y a quelques décennies. Avec qui était... TF1 Film Production quand on était gamin. Mais bien sûr, et qui se permettait de produire des trucs de fou. Enfin, la leçon de piano, c'est TF1. Hein. Enfin, voilà. Et on avait perdu ça. Et donc là, on voit que d'un seul coup, Bouygues veut revenir dans ce cinéma-là. Donc ça, c'est un premier point, c'est essayer de trouver des solutions qui sont très temporaires et qui sont pas forcément des solutions à long terme. Mais je vous avais parlé il y a quelques semaines effectivement du financement du rêve américain, qui était le premier à avoir eu en premier fenêtre de tir streaming Disney+, et en deuxième Prime Video. Effectivement, Moulin reprend ce même procédé-là avec Disney+ à 9 mois et HBO Max à 17 mois. C'est des solutions comme ça qui existent et il y a des films qui ne sont pas financés du tout par des plateformes. Je pense, il y a un film qu'on a beaucoup aimé à Cannes, aucune chaîne de télé n'allait dessus, c'est Jim Queen. Mais parce que c'est un film qui est difficilement diffusable. Mais pour dire, ce sont des modèles qui existent. C'est pas idéal, mais ce sont des modèles qui existent. Moi, j'aimerais quand même revenir sur 2-3 petites choses très rapidement parce que on a fait long. On avait beaucoup de choses à dire, c'est normal. Mais voilà, je pense que les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas à quel point Canal+ est impliqué sur les projets. Je vais vous donner un exemple très simple parce que j'ai sous les yeux un plan de financement. Un plan de financement, c'est concrètement une grille de qui met de l'argent où, qu'est-ce qui coûte, les D'où vient décors, l'argent, ça à quelle coûte hauteur. tant, le service maquillage, ça coûte tant, etc. Et qui finance. On a eu ça dans des magazines qui sont distribués gratuitement pendant Cannes, et donc j'en profite, j'en ai montré pas mal à Simon Nico parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Il y a des films Studio Canal où là, Canal met des millions et c'est normal. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des plus petits films. Et j'en donne un exemple, qui est La Gradiva, film qui a eu le Grand Prix à la Semaine de la Critique. Et par où le scandale commence plus ou moins, hein, Plus ou moins, puisque bah oui, Marine parce que Atlan, Marine sur la Atlan scène a- de la Semaine de la Critique, alors qu'elle est très financée, comme tu vas nous l'expliquer, Ouais. par Canal+, elle est la première à être rentrée dans le dos, enfin dans le lard plutôt, Dans en l'art disant de- Zappé Bolloré, Viva Dama, Ballet Facho. Et il semblerait que ce soit ça qui est l'étincelle qui a Exactement. provoqué le feu. Il semblerait que ce soit ça l'étincelle. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit le film, on voit d'abord le logo d'Arte avant de voir le logo de Canal. Vous savez, Canal, de plus en plus, on voit avec le soutien essentiel de Canal+. Cette formulation qui est, je pense, contractuelle. Ce qui est intéressant, c'est que Arte est donc, en termes de coproduction télévisée, en termes numéraires à la base, est censé être le financeur premier, et ensuite en termes de prévente et de minimum garantie pour la télévision, Arte est également présent. Et ben si on calcule combien Arte a mis avant et pour les préventes, et ben on est en dessous de ce qu'a mis Canal, alors que c'est Arte qui est présenté comme producteur principal. C'est-à-dire que je vous donne les chiffres, hein. Arte a mis 400 000 euros, Canal+ et Ciné+ ensemble, c'est plus de 500 000. Pour un petit film qui en a coûté 3,5 millions. Donc en fait, Canal+, 3,5 millions, c'est pas un petit film. Hein. c'est pas un petit Justement film. doux. Mais c'est le début des films du milieu dont on parle régulièrement. Mais bref, tout ça pour dire que même quand Canal n'est pas en financeur principal, il met souvent plus que les autres. Et c'est là où aussi il y a une espèce de comment dire, Importance. de dépendance qui est en train de se créer, où il faut se méfier. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Au 36-15, Émilie nous demande Bolloré donc prend progressivement possession des cinémas UGC, ça n'aura échappé à personne. Or, moi, j'habite à Lille. À Lille, UGC a le monopole des 3 cinémas de centre-ville. Il existe des petits cinémas indépendants et associatifs plus excentrés à Lille et dans ses environs. J'aime beaucoup fréquenter ces cinémas indépendants, même si c'est un peu plus loin pour moi. Mais j'aime aussi suivre l'actualité du cinéma, découvrir les films de la semaine dont vous parlez dans vos émissions. Fréquenter les cinémas UGC de centre-ville représente un vrai avantage pour moi. Avantage financier grâce au système d'abonnement, affectif grâce au suivi de l'actualité et d'emploi du temps car ils sont faciles à atteindre grâce au métro sans que j'y passe mes journées entières. Bref, je suis de plus en plus écœuré de donner mon argent à Bolloré au vu de son idéologie. La page d'accueil du site UGC a déjà insidieusement changé d'allure, mettant lourdement en avant un dessin animé de chez Sage ou des séances événements de films à caractère religieux. J'aimerais pouvoir résilier et dire que je vais boycotter, mais dans ma situation, ce n'est pas possible. C'est une passion, je ne peux pas me passer de cinéma et c'est ce qui me permet de conserver une santé mentale à peu près correcte, surtout en ce moment. Cette dissidence idéologique est pour moi une vraie tristesse. Si vous connaissez des membres des grands groupes de cinéma plus propres, entre guillemets, s'il vous plaît, invitez-les à installer des cinémas à Lille. Amicalement, Émilie Doubidou. Non, je déconne, elle s'appelle pas Doubidou, mais bisous Émilie. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais essayer d'être clair parce que c'est pas forcément évident. Je pense qu'on est un peu tous dans cette situation-là. C'est-à-dire que nous, à Paris, si on n'a pas d'abonnement UGC, on n'a pas accès au cinéma indépendant, on n'a pas accès au MK2, et vu que nous, on voit quand même beaucoup de films en salle, on est aussi dans cette dépendance-là qui est un peu gênante. Cela étant dit, Lille est un cas particulier, c'est pas le cas de toutes les grandes villes, il y a plein de villes où on a d'autres Mégaplex, CGR ou d'autres... Kinépolis. Kinépolis, exactement, qui existent. Moi, il y a un truc... Rappelons juste que pour le moment, le groupe Canal+ a acquis 34%. C'est ça que j'allais venir. Alors, pour l'instant, ils ont acquis 34%, et il me semblerait... C'est des bruits de couloir, mais il me semble que justement, là, ce qu'a dit Saada il y a pas longtemps, ça a commencé à fuiter. J'en ai parlé avec un journaliste spécialisé qui me racontait que c'est pas évident du tout ce rachat-là pour Canal+. Ça semble être la bonne affaire parce que UGC était en difficulté financière énorme, mais en fait, il y a un problème auquel Canal+ n'était pas au courant et que là, Saada vient de s'en confronter et du coup, ils sont en train de peut-être reculer un tout petit peu. C'est qu'ils savent pas que UGC n'est pas propriétaire de ces salles, ce qui veut dire que UGC loue ces salles. Ça ne fait que gonfler le gouffre financier que ça représente et du coup il semblerait que Sada recule un petit peu, donc ça m'étonnerait pas que... Pour le moment l'objectif est de prendre le contrôle total du GC d'après Vincent Bolloré en 2028. Voilà. Et ça m'étonnerait pas qu'il décide de faire un peu marche arrière par rapport à ça, justement ce qui se dit, mais dans tous les cas c'est un gros problème effectivement, mais on l'a déjà dit, si on a un groupe qui peut être à la fois à la production, à la distribution et qui en plus au niveau de l'exploitation, après on est tous dans ce système là, on est tous à ce problème là. Est-ce que la solution c'est le boycott? Je sais pas, c'est jamais évident à répondre à ce genre de questions là pour répondre précisément aux mails qu'on a reçus. Simon d'abord et Alexis après. Et il me semble qu'encore une fois, au-delà des positions de principe et de valeurs qui regardent tout un chacun, et moi je me sens pas fondé à décréter quelles seraient les bonnes, il me semble qu'il faut se questionner sur les débouchés politiques. Qui se propose de traiter ces questions-là ces questions très clairement de monopole et de contrôle total de la machinerie d'une chaîne de production culturelle, que ce soit en librairie, au cinéma, dans la presse, etc. Ensuite, pour répondre un petit peu plus à la question d'Émilie, pourquoi est-ce que c'est pas gagné que d'autres chaînes d'exploitation, groupes d'exploitants s'installent à Lille? En fait, c'est pour une raison toute simple, c'est que quand bien même une chaîne d'exploitants pourrait se dire rationnellement, avoir la même réaction qu'Émilie, se dire tiens, est-ce que j'aurais pas un truc d'image à jouer pour me rameuter des gens? Néanmoins, un bassin de population, si j'ose dire, c'est une denrée finie. Si vous avez 150, 200 000 habitants, demain, vous n'en aurez pas 380 000. Donc, installer un cinéma là où il y a déjà une offre, et vous me dites 3 UGC, je connais pas bien le réseau d'exploitation à Lille, mais vu la taille de Lille, si vous me dites qu'il y a 3 UGC plus des salles indépendantes, je pense que c'est pas du tout un calcul évident, quelle que soit la taille de la salle ou de la chaîne d'exploitants, que d'ouvrir une salle à Lille. Typiquement, il y a quand même, à l'heure où je parle aujourd'hui, une offre à Clermont entre multiplex, grande chaîne d'exploitation, cinéma indépendant, qui fait que ce serait pas une évidence pour de s'y installer, quelles que soient les bonnes volontés ou les désirs des uns et des autres. On est quand même sur des bassins de population qui ne croissent pas ou décroissent pas à toute vitesse. Mais en fait, juste quand on mène un combat, que ce soit un combat de boxe ou un combat politique et idéologique, ça sert à rien de s'engager dans une bataille qu'on est sûr de perdre. Si aujourd'hui tu décides, je m'adresse à Émilie directement, tu décides que voilà, tu vas accorder la priorité à tes engagements personnels, ça veut dire que tu iras plus au cinéma.
mathématiquement, si je me base sur la situation que tu décris, les UGC de Lille vont continuer d'exister et Vincent Bolloré sera toujours propriétaire via Canal+ de un peu plus de 30% du UGC. Donc en fait, la situation n'aura pas bougé, juste toi, t'auras perdu un truc. Donc ça sert à rien. Fondamentalement, ça ne sert à rien. Boycotte pas, va au cinéma. Déjà, il faut quand même le dire, on n'en est pas là maintenant, tout de suite, il faut insister là-dessus. On n'est pas dans une situation où Bolloré contrôle l'UGC d'une main de fer et impose sa ligne. Si vous allez à l'UGC Léal en ce moment à Paris, il y a tous les films possibles et imaginables qui sont diffusés actuellement, et il y en a beaucoup qui correspondent certainement pas à la vision du monde de Vincent Bolloré. Donc pour l'instant, on n'est pas dans cette situation-là. Si la vis devait se serrer encore davantage, la question se posera peut-être, mais ça c'est dans un futur plus lointain. Et plus hypothétique. Oui. Bref, une fois de plus, voilà, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fouille des points précis, si vous avez des observations, vous n'hésitez pas à nous les envoyer au 3615 Centre-Cage Au singulier. Au singulier. @gmail.com. Le box-office états-unien s'envole, Arthur. Alors c'est pas qu'il s'envole, c'est qu'il s'envole d'une manière, j'ai envie de dire inédite, c'est pas exactement le cas, mais qui s'envole de manière à ce que Hollywood est en train de se secouer sévère et de se poser des questions sur l'avenir, et notamment l'avenir du cinéma d'horreur. Parce que, vous l'avez vu récemment, il y a quand même eu des gros morceaux comme The Mandalorian, un gros goût qui est sorti, et qui a vécu un truc, mais qu'on a rarement vu. En deuxième semaine, il a perdu 70% de son public, c'est-à-dire qu'il fait une première semaine alors que c'est le week-end d'une fête nationale aux États-Unis qui est le Memorial Day quand même, donc c'est un gros week-end avec un jour férié, week-end de 3 jours, il fait quasiment 100 millions aux États-Unis en un week-end, c'est gigantesque. Week-end après il fait 25, et c'est d'autant plus intéressant de regarder pourquoi il chute autant qu'il faut regarder ce qu'il y a en face, et en face il y a 2 films qui sont en train de vraiment interroger tous les producteurs Hollywood. Obsession, dont on vous a déjà parlé récemment, qui est un gros coup de cœur pour lequel on a interviewé Curry Barker, et Backrooms, qui sort dans 2 semaines, qui sort le 17 juin. Et ces 2 films-là sont donc réalisés par des cinéastes qui ont commencé sur YouTube. Ce sont 2 films d'horreur. 2 films d'horreur qui ont à petit budget, commencés par des cinéastes qui viennent de YouTube. Et pour vous donner une idée, parce que c'est là où moi je trouve que ça devient un peu fou, Obsession a lui vu son audience augmenter. Premier week-end, 17 millions. Deuxième week-end, ils se prennent 40% supplémentaires. Ils montent à 30 millions. Et ensuite, au week-end d'après, ça a encore augmenté. C'est très rare. C'est très très rare que l'audience, que le public, que le box-office augmente d'un week-end à l'autre. Généralement, ça baisse, mais là où on regarde, c'est est-ce que la baisse, elle est de 40% ou de 10%. Là, ça augmente, c'est gigantesque. Et en face, on a Backrooms qui, en un week-end seulement aux États-Unis, a rapporté 80 millions de dollars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Le plus gros succès, la plus grosse entrée d'A24. C'est la plus grosse entrée d'A24, et ça veut dire aussi que donc, Backrooms, c'est un film qui a coûté 10 millions de dollars. Obsession en a coûté 775 000. Là, vous vous rendez compte que Obsession a actuellement, à travers le monde, récolté 155 millions de dollars. Il a fait plus d'un fois 200 presque. C'est gigantesque. Et donc, si on compare par rapport à Mandalorian, Obsession en 3e week-end a fait mieux que Mando en 2e week-end. Et ça, c'est inédit. Et le problème, c'est qu'on pourrait se dire, ah bah chouette, ça veut dire que le public est attentif aux nouvelles propositions d'horreur, ils veulent du sang frais, ils veulent des idées nouvelles, etc. Et Hollywood se dit, non, moi je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on fasse des suites. Donc ils ont annoncé une suite à Obsession, ils ont annoncé une suite à Backrooms. Et en fait, ils sont en train de tirer des conséquences, des conclusions qui sont pas du tout les bonnes, je pense. Ils sont en train de se dire, ce que les gens veulent, c'est exploiter cet univers-là. Donc Obsession, c'est annoncé qu'on aura une suite qui sera sur un autre Wish. En l'occurrence, il semblerait que ce sera Zachary Levi qui sera un acteur pas très bon, qui veut devenir un bon acteur. Ça peut être rigolo, mais est-ce qu'on a envie que Curry Barker aille là-dedans ? Toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite. Oui, ils veulent faire un One Willow Wish universe, en fait. Mais là où ce qui va être intéressant de suivre, c'est à quel point les cinéastes s'en détachent. Là, Curry Barker, on sait il l'explique dans l'interview qu'on a faite avec Sophie, il a déjà tourné un film, il est annoncé comme pour faire le reboot de Massacre à la tronçonneuse pour N24. Est-ce qu'il va en plus faire Obsession 2 ? Je ne pense pas. Pareil, Backrooms est un tel succès, alors que le film, en une semaine, vraiment, il a dépassé les 126 millions de dollars en une semaine, alors qu'il en a coûté 10 millions, et que c'est un film, vous l'avez pas encore vu, moi je l'ai vu, je peux vous assurer que c'est quand même un film particulier. Faire un Backrooms 2 quand on voit le film, on comprend, mais est-ce que le réalisateur ira dessus ? Je suis pas sûr. Et en fait, c'est juste, moi ce que je vois, c'est que là, on est en train de se rendre compte que les gros blockbusters gigantesques à la Star Wars n'arrivent plus à faire la concurrence à des tout petits budgets, parce que moins d'1 million pour Obsession, c'est vraiment ridicule, même pour un film français, pour un film américain encore plus. 10 millions, quand vous allez voir la gueule de Backrooms, c'est invraisemblable.
invraisemblable que ça coûte aussi peu cher. Et donc là, je pense qu'on est à un moment où les studios vont commencer à se dire peut-être qu'il faut qu'on privilégie les tout petits budgets plutôt que les gros. C'est ça qu'il faut qu'on regarde comme truc. Et par ailleurs, je terminerai sur une idée qui est quand même intéressante, c'est que je vous avais parlé il y a quelques semaines, souvenez-vous, de Mark Plyer qui avait fait Iron Lung, Oui, bien sûr. qui est également un youtubeur qui est devenu cinéaste pour faire son premier long. Et puis il y a les frères Philippou aussi, vous savez, ceux qui ont fait La Main et qui ont fait Bringer Back, Substitution, qui sont aussi des gars qui viennent d'Internet. En France aussi, on a des gens qui viennent d'Internet. Sébastien Vanitschek, il a commencé en faisant des courts-métrages d'abord qui étaient disponibles en ligne, puis après des courts-métrages de festival, et ensuite il a fait Vermine, et maintenant Evil Dead. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette nouvelle génération de cinéastes. Est-ce qu'ils vont se faire bouffer par le système ? Est-ce qu'ils vont être obligés de faire des suites ? Et est-ce que Hollywood va vraiment tirer les mauvaises conclusions de ces chiffres du box-office qui sont dingues ? Parce que, et je terminerai là-dessus, ce qui est très intéressant, c'est que les gens n'y vont pas forcément que pour les mêmes raisons. Obsession, il y a eu un bouche à oreille de dingue. C'est ce que je vous disais sur les augmentations d'audience. C'est fou. Et en France, moi j'ai des gens qui vont rarement au cinéma qui sont allés le voir parce qu'il y a un bouche à oreille qui fonctionne, qui n'est pas du tout le même que pour Backrooms, parce que Backrooms, il y a IndieWire qui a fait un sondage. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Les sondages de sortie de salle, mais quand même, selon ce média américain qui est quand même un média plutôt basé, plus de 58% des gens sont allés le voir parce qu'ils aimaient déjà le lore, la mythologie des backrooms de base sur YouTube. Donc, c'est pas du tout la même raison. Les gens sont pas allés voir Obsession pour les mêmes raisons qu'ils sont allés voir Backrooms. Et les mettre dans le même paquet en disant mais non, les gens ils veulent juste des films d'horreur cool, donc on va leur donner des suites, c'est ne pas du tout comprendre ce qui est en train de se passer à Hollywood, alors qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à scruter dans ces deux succès-là, et c'est que le début. Mais en fait, le problème est en vérité toujours le même. Ça fait un bon moment maintenant que les studios hollywoodiens sont dirigés par des chefs d'entreprise. À une époque, ils étaient dirigés par des cinéphiles avec les compétences des chefs d'entreprise. Je veux dire, si tu remontes à l'époque du Hollywood classique, attention, hein, c'est tous des requins. Hein, les gars, ils ont les dents qui rayent le parquet, ils pensent pognon matin, midi et soir, mais c'est des cinéphiles. Ils ont vu tous les films, ils connaissent les réalisateurs, ils connaissent les styles, ils comprennent ce que le public veut parce qu'ils veulent la même chose que lui, parce que eux aussi vont en salle. Tout ça, ça a sauté. Donc en fait, si on veut que ce problème se résolve et si on veut pas répéter la même situation, c'est simple. Faut couper la tête de tous les studios, faut virer tous ces chefs d'entreprise à la con et faut mettre des gens qui aiment le cinéma avant tout à la tête des studios. Et normalement, ça devrait aller. J'ai une mini conclusion avant de te laisser la parole, Simon, sur ce point très précis, Alexis, que tu dis. Ce qui est intéressant, c'est que nous, Obsession, c'était pas forcément évident qu'on l'ait en salle. Ce genre de film-là, c'est pas évident. Alors, les films N24, on sait qu'ils coûtent extrêmement cher, mais au-delà de ça, Obsession, c'était pas évident. Pour l'anecdote, parce qu'on le sait maintenant, ça se dit, c'est la fille de Jean Labadie. Donc, Jean Labadie, c'est le big boss du pacte. C'est la fille qui a demandé à son père de l'acheter sur scénario en disant celui-là, crois-moi, il y a un truc à raconter, et c'est rare que le pacte achète des films américains sur scénario, et c'est parce que justement je pense qu'il y a une pointe cinéphilique qui est pas présente chez les studios américains et qu'on a encore dans nos distributeurs à nous. Voilà, c'était pour l'anecdote pour la Obsession en France. Ça fait un petit moment maintenant, ça fait quelques années qu'on se demande si on ne s'approche pas, ou plutôt à quelle vitesse s'approche-t-on d'une crise comparable à celle qui a abouti à la fin des années 60 à la naissance d'une nouvelle Hollywood. En gros, quand les studios américains, non pas se sont retrouvés à avoir des insuccès, mais quand leurs films sont mis à coûter incroyablement cher, tellement cher, qu'ils ne pouvaient plus les rentabiliser. Cléopâtre étant exemplaire à ce niveau-là et étant resté dans l'histoire comme le film qui aura coulé des studios, quand bien même en fait c'est un phénomène généralisé. Tout simplement, ça met du temps à advenir. Parce que les studios, ils se disent, ouais, mais en même temps, moi, ma recette toute pétée que je peux produire industriellement en déroulant du kilomètre, comme avec Mandalorian, j'aimerais bien que ça continue de me rapporter 2 milliards. Effectivement, ça ne rapporte plus 2 milliards, ça sous-performe, voire ça contre-performe. Là où ça commence à ressembler de plus en plus quand même à la situation du Nouvel Hollywood, c'est qu'on revient par notamment le cinéma de genre. Parce que, oui, si, c'est quand même 2 petits films de genre qui ne viennent pas de franchises préexistantes, quand même Backrooms c'est un univers connu des amateurs de creepypasta et autres merveilles du web. Néanmoins, ce ne sont pas des franchises, ça vient de relatifs petits studios. Moi, je ne serais pas étonné qu'à 24, il n'ait pas du tout anticipé ce succès-là. Il faut savoir que à 24, ce qui devait être et ce qu'ils pensaient être leur plus gros succès de tous les temps, ce qui devait leur ouvrir les portes du blockbuster, c'était Civil War, qui n'a pas été un bid, mais qui n'a pas été, on va dire, cette espèce de cheval de Troie vers le milliard. Et je pense qu'ils ont été là très, heureusement pour eux, dépassés par le succès de Backrooms. Ce que je veux dire, c'est que la situation commence vraiment à ressembler à ce qui s'est passé il y a quelques années. Si on ajoute à ça que maintenant quasiment tous les grands studios ont été vendus à la découpe ou non, mais extrêmement cher à des superstructures, que ce soit des plateformes ou des fusions de plusieurs studios, ça va être tellement compliqué à rentabiliser. Parce que pour que Paramount réussisse à rentrer dans ses frais après avoir avalé Warner, il n'est pas impossible qu'on ait un nouvel Hollywood qui explose de manière encore plus fragmentée et finalement plus rapide que ce ne fut le cas au début des années 70.
Et je profite Pour conclure, de Alexis. cette actu pour dire que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est très content du succès d'Obsession de Curry Barker. Par contre, il va falloir arrêter de faire les forceurs. Ça fait 2 semaines que je vois plein de gens présenter le film sur les réseaux sociaux comme le futur film le plus rentable de tous les temps. Donc on va faire un petit point mathématique rapide. 775 000 $ de budget, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est quand même plusieurs centaines de milliers. Le film va certainement terminer sa course un peu en dessous, en tout cas aux environs des 200 millions de box-office. Il ira difficilement au-dessus, en tout cas nettement au-dessus des 200 millions. À titre de comparaison, le film le plus rentable de tous les temps, le vrai pour le coup, c'est Paranormal Activity de Oren Peli en 2009. Et si on prend en compte l'inflation, Paranormal Activity, c'est 30 000 $ de budget pour plus de 300 000 millions de box-office. Si Obsession voulait se rentabiliser autant que Paranormal Activity, il faudrait qu'il dépasse, Il faut rajouter un zéro. dépasse largement Il faudrait le qu'il milliard. rajoute. C'est un zéro un de zéro en plus. Ah oui, c'est un ça. ordre de grandeur en plus. Voilà, c'est un ordre de grandeur en plus. Donc c'est pas du tout le film le plus rentable de tous les temps. Ça reste C'est gigantesque, pas un grave, fois 200. ça reste un super succès et c'est une très bonne nouvelle. Et si je me permettre, attendez que notre film sorte. Bon, bref. Pardon, oui. c'était peut-être pas censé être drôle, je sais pas. Non, je sais pas non plus. Wouldn't a good hot cup taste good right now? Ask for a cup of whipped hot chocolate at our snack bar. Une question de Gaëtan au 3615. Bonjour à toute l'équipe, auditeur assidu depuis le début. Je souhaitais avoir votre avis sur la reprise en main du remake de New York 1997 par Zack Snyder. On passe d'un réalisateur antifasciste et anticapitaliste à celui qui magnifie le mieux les grandes capes et les uniformes à bottes. Est-ce que cela reflète la tendance actuelle d'Hollywood et son virage à droite façon Anne Reagan? Greg, qui habite dans le 78, mais a peut-être croisé Simon Rio à l'Éden de Cône. Oh! C'est une boîte de partouze. Chez nous, on appelle ça un cinéma. Ah, d'accord. Écoute, pour répondre à la question, oui et non. Parce que oui, je pense qu'effectivement il y a une volonté ou plutôt il y a une incompréhension autour de ce qu'est New York 97. Je suis sûr que ça c'est un exécutif de studio à la con qui pense que c'est un film turbo-viriliste et qui se dit avec ça on va faire plaisir à l'électorat trumpiste, donc on met Zack Snyder dessus. Donc évidemment que c'est parti pour être un énorme contre son camp vraiment gigantesque. Par contre, Hollywood n'est pas en train, du moins pas pour l'instant là de façon systémique, en train de virer aussi frontalement et aussi violemment vers le virilisme et vers les valeurs droitardes comme à l'époque Reagan. Les gars, Incomparable. revoyez les productions grand public des années 80, et notamment dans le cinéma de divertissement un peu explosif, c'est incomparable par rapport à aujourd'hui. Genre vraiment, il y avait que des gros muscles, il y avait que des gros guns, ça n'était que ça en permanence. C'est quand même la décennie qui a vu éclore Stallone, Schwarzenegger, Chuck Norris, Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme. Enfin, on est bien niveau muscle, quoi. Jean-Marc Thibault, Roger Pierre. Non. Le Hollywood d'aujourd'hui est pas en train de faire ce virage-là parce que, et je l'avais déjà dit dans une émission il y a un petit moment maintenant, même si évidemment qu'il y a des gens à Hollywood qui sont fondamentalement trumpistes et fondamentalement réganiens dans l'esprit, une bonne partie du soft power américain et notamment de l'industrie hollywoodienne n'est pas du tout acquise à cette cause et ils n'ont pas l'air de vouloir changer leur fusil d'épaule. Donc attention, n'allons pas trop vite en besogne, ne faisons pas d'un cas une généralité. Et puis, néanmoins, là où ça nous renseigne quelque chose, c'est que là, je ne fais rien à l'affaire et Zack Snyder, comme d'habitude, ne comprend rien au truc qu'il adapte. Rappelez-vous que c'est lui qui avait fait Watchmen et qui avait fait du personnage de Rorschach au premier degré un personnage positif. Alors que dans la BD, c'est vraiment un horrible fasciste et lui, il était quand même, gentil Rorschach. C'est quand même quelqu'un qui avait réussi à rendre encore plus fasciste qu'il ne l'était à la base 300 de Miller. Enfin, je veux dire, en général, Snyder, il ne panne rien aux univers qu'il raconte. Mais que dalle, le mec, quand le jour où il a voulu faire son grand film féministe sur la sororité, il a fait Sucker Punch. Enfin, donc voilà, moi je suis très impatient de le voir parce que je pense que ça va être un énorme navet, mais qu'on va bien rigoler. Thanks for coming to our show tonight. We appreciate the opportunity to serve you. Martin Scorsese va-t-il mettre de l'IA dans son prochain film, Arthur? Alors, c'est une information qui vient tout juste de tomber, et en fait, il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Je voudrais juste qu'on en discute rapidement entre nous parce que je trouve ça intéressant. Il a annoncé qu'il utilisait l'IA, mais attention, c'est pas dans ses films. Il utilise l'IA pour faire ses storyboards. Faut savoir que Martin Scorsese a toujours fait ses storyboards, hein. Il a même fait un post Instagram où il montrait ses storyboards de quand il avait 16 ans, et il dit qu'en fait aujourd'hui c'est quand même une forme de facilité pour lui, ça l'aide, et je trouve que ça soulève une question intéressante parce qu'on parle souvent de l'IA comme une béquille pour aider l'artiste, pas pour remplacer les artistes, quand c'est l'artiste lui-même qui était censé faire une tâche et qui à l'heure d'aujourd'hui Martin Scorsese n'est peut-être plus en âge de faire storyboard. Il pourrait prendre un artisan pour le faire.
mais il veut continuer à garder le contrôle, du coup il utilise l'IA. Et je sais pas trop comment me positionner. Je sais qu'il y a des gens qui sont anti-IA basiquement, qui sont allés frontalement à insulter Martin Scorsese. Je suis pas sûr que ce soit aussi clair que ça. Et je trouve, je trouve qu'on touche en tout cas du doigt là où le débat va commencer à devenir intéressant. Sur justement la place de l'artiste et de l'IA dans l'art. Ouais, alors pour le coup, moi, je trouve pas particulièrement la question épineuse dans ce cas-là. Storyboarder, c'est un métier. Alors c'est un métier de niche. Hein. Il y en a pas beaucoup qui sont storyboarders, mais c'est un métier. Et si Martin Scorsese utilise une IA pour storyboarder ses films, ça veut donc dire qu'il fait pas appel à un storyboarder et que donc il participe à l'effacement de ce métier. Donc c'est une décision de merde. Oui, mais jusque-là, avec il toute le fait l'affection lui-même. que j'ai pour Scorsese. Bah, paye-toi un storyboarder dans ce cas. En fait, il y a un métier qui existe, il y a un savoir-faire qui existe, qui mérite d'être préservé. Si tu aimes le cinéma autant que Martin Scorsese dit l'aimer, je le crois sincère, hein, quand il dit aimer le cinéma autant qu'il l'aime, bah tu dis non à l'IA et tu fais venir un storyboarder qui peut-être lui va utiliser de l'IA pour avoir un meilleur rendu, pour gagner du temps, mais là c'est différent, c'est un outil de travail mis à la disposition d'un corps de métier. La vidéo en l'occurrence qui a pas mal tourné sur internet où Scorsese fait la promotion de cet outil-là, parenthèse, il est rentré au capital de la boîte qui fabrique l'outil. Hein. Ne pas oublier quand même cette information qui est importante. Ça lui rapporte de l'oseille. Il fait la pub de son produit, ce qui rend le truc encore plus dégueulasse. Dans cette publicité, tu le vois, hein, il est avec son ordinateur. Il y a un gars qui est pas un storyboarder, qui est un prompteur d'IA, à qui il donne des indications et le gars rentre les indications et ça lui donne le storyboard qu'il veut. Moi, je trouve ça dégueulasse, à titre personnel. Alors, moi, je trouve que les deux positions sont valables. Qu'on trouve ça dégueulasse ou qu'on trouve pas ça dégueulasse, mais j'ai même pas envie d'y rentrer parce que la problématique écologique, elle demeure la même. C'est toujours un de truc. Toute façon, oui, voilà. Non, mais qui déjà, pour moi, pose une limite première, j'ai envie de dire. Et ensuite, j'aimerais qu'on soit quand même un peu sérieux et conséquent à ce micro. Une société d'IA allemande, c'est très dangereux. J'espère qu'elle a un accent. Allez, pour finir, il faut dire qu'il nous manque notre mail quotidien de notre JPP, notre Jean-Patrick Patoche. Oui. Les journées sont moins gaies maintenant. Surtout qu'on n'a toujours pas décrypté l'identité du bug. Bon, la cherchons vraiment. Moi, je pense que c'est comme Dieu, c'est un concept non prouvable. Doobidoo est un concept non prouvable. Bref, nous avons néanmoins reçu un autre mail très intéressant de Doobidoo Research. Le mail vient de scientificdoobidoo@yahoo.com. C'est une fois de plus, encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Là, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Non mais les gars, Parce que les Doobidoo de base, bon bref, Oui. vas-y. Alors, bonjour l'équipe RST, je me présente, mon nom est Titi Maufray et non pas Frémo, ne croyez surtout pas qu'il s'agisse de moi, enfin non de lui. Bon, bref. Je suis le fils caché de l'explorateur Raymond Maufray et j'ai décidé de sortir de l'ombre pour vous révéler un secret sur les Doobidoo, étant moi-même Doobidologue. Autoproclamé. Ça Il y a de part la en couille. doobidologie. Ça part en sucette. En effet, je mène depuis quelques semaines des expériences sur Jean Fifou Philippe Doobidoo. Ah, oui, Ah, bah j'en voilà. doute. Donc, c'est là qu'il était. Il a été capturé Il a pour des été raisons capturé pour des scientifiques. raisons scientifiques. N'oublions pas que c'est un moyen de, Donc, mais moyen c'est- de transport. Oui, mais c'est vrai que c'était Jean Thierry Fifou Frémaux qui l'avait Philippe. volé, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. J'ai fait une découverte étonnante, les Doobidoo sont comme nous des Homo sapiens. Or, ils descendent d'une branche appelée Homo sapiens malin, qui possède un cortex préfrontal plus développé et des variations avancées du gène FOXP2. Dotés d'un cerveau hyper connecté, ils improvisent des blagues complexes sous stress et utilisent le rire comme mécanisme de survie collectif. C'est d'ailleurs confirmé par la manière dont ils vous ont rapporté leur malheureuse aventure avec DSK. Bref, chez les ancêtres des Doobidoo, les individus les plus drôles avaient historiquement davantage de succès reproductif, conduisant au développement progressif de capacités cognitives avancées telles que la répartie instantanée, les doubles sens complexes, c'est pour ça qu'il est parfois difficile de comprendre leurs blagues, les imitations d'accents brillantes, là-dessus je me demande parfois si Simon Rio serait un Doobidoo. Et puis il fait l'accent japonais et ça éloigne mes soupçons. Particularité notable, ils peuvent mourir après une présentation PowerPoint de plus de 45 minutes ou s'ils voient un film de Luc Besson. RIP Jean Fifou. Ah donc ça veut dire que Jean Fifou est Ah, mort donc pour la Jean Fifou est science. mort. Il est mort pour la science. Bah, Mais il est mort devant un Luc Besson. Bah, manifestement. Pierre mort. Bah, ou devant un Non, PowerPoint. il y a pire. Il y a pire. T'as vu la liste de Schindler? Mais c'est pas de Luc Besson. J'ai donc pris une doublure pour me remplacer à Cannes afin d'éclairer tout leur mystère et j'ai trouvé leur repère à Courboison, puisque c'est Courboison la ville native. Non mais qu'est-ce qui se passe? J'ai alors observé la Doobidette, donc ça existait avant qu'on en parle, la Doobidette existe. Il se trouve qu'elle ressemblait beaucoup à Gillian Hills et elle chantait Doobidou, 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 bon Dieu que c'est doux. Voilà, Ça, je j'ai mal au crâne. je n'ai pas pu me résoudre à l'enlever comme une Sabine pour l'interroger sur ses plats de tourte au hareng. Sa chanson me rappelait l'époque où je champouinais Mouette Oiseau en rentrant des cours de judo. Ce truc est vraiment, je suis en train de perdre le contrôle. Hein. T'as créé, Ça fait un petit moment. t'as créé littéralement un monstre. Ouais, Enfin, À là- tout moment, il va Alors, falloir on débrancher la machine. hein, On quand même. importe un robot, mais il y a une question quand même. Ma question qui n'a rien à voir est à quand des t-shirts avec votre effigie et pourquoi pas aussi des t-shirts avec des références ciné. Si vous manquez d'idées, je vous en glisse une. Un t-shirt, voilà, c'est gros quick. Merci et bisous pour vos travaux. Titi Maufray.
Alors, je suis une brêle en Photoshop et en Illustrator, mais j'ai très envie qu'on se le fasse, le t-shirt assez Thomas gros. Radas, si tu nous Non, as mais- Mais il faut Thomas envisager que ça puisse être Thomas Radas, donc du coup. Ah, que Titi Moffret soit Thomas Radas, c'est possible. C'est Oui. Et qui cherche du business. C'est ça. et je suis pas loin de penser que c'est plus flippant que les backrooms. Le film. Bon, allez, il faut finir comme nous vous l'avions promis également. Ah. Vous avez voté en très grand nombre pour le Grand Prix du public José Benazeraf, Monique Ranou de la Cringène de la Cringetique. Ah. Était en lice, je vous le rappelle, Quacoubet de Constance Lemoine-Vermillon, Les mains sales du capitalisme d'Edouard Tavernier-Bochen, Tata de François Ozon avec Isabelle Huppert, Elle, le silence et moi de Francis Clint Skorsenberg, Brouillard sur le front, sur le fjord, pardon, Take Over Fjorden d'Astrid de Lindquist, Sale petite pucelle de Catherine Breillat, Adieu poulet, bonjour cocotte de Jean-Pierre Sirgan, Aïe les copains de Bertrand Lavergne-Maréchal, Le bruit que fait la neige en tombant sur ta tombe de Mariko Endo, De Gaulle Origins du même Bertrand Lavergne-Maréchal, Debout de Frédéric Sauvageau avec Vincent Lindon et Les neiges d'Anatolie de Nuri Bilge-Ceylan avec Virginie Efira. Le tout premier Grand Prix du public José Benazeraf, Monique Ranou de la Cringène de la Critique va à De Gaulle Origins de Bertrand Let's go Lavergne-Maréchal. Ah, c'était Bravo. notre chouchou un peu. C'était un peu notre chouchou. Bah, Je J'aurais bien rappelle- aimé que Quacoubet l'emporte, ne Ouais, serait-ce que pour le titre. Je mais, rappelle le pitch de Gaulle Origins, préquel de la bataille de Gaulle, qui remonte à l'enfance du général pour révéler comment il est devenu lui. Le jeune Charles, 12 ans, déjà 1m90, découvre ses pouvoirs en récitant Charles Péguy dans l'orage. Le film comporte une scène d'entraînement où il apprend à dire non face à un mur, une scène où il soulève une 2 chevaux pour sauver un enfant, et une révélation finale, son fameux nez n'est pas un nez, c'est un radar à trahison, qui est vraiment un super pouvoir, hein. Il s'illumine en présence d'un futur collaborateur. Il y a un bruitage et tout. Le nez clignote. Alors, ouais, on peut préciser que La 2 chevaux est sorti en 1948, que le film de Charles de Gaulle a 12 ans en 1902. Lavergne-Maréchal, interrogé sur l'anachronisme, a répondu que la vérité émotionnelle prime sur la vérité chronologique. Tout le film tient de cette phrase. Et puis, on a hâte surtout de voir l'univers étendu. Pétain the Fallen, c'est pas The Betrayal, Ah, c'est c'est The Pétain Fallen. the Fallen. Leclerc Desert Storm et un crossover The Resistance. Et ce prix, il y a une dotation, il y a quelque chose, il y a oui, un prix à la il y a distribution, un il y a... an de charcuterie Monique Ranou envoyé en un carton, un seul. En un seul. Voilà, en un voilà, seul carton. carton non réfrigéré. Oui, bah oui. Bah oui, bah c'est un jeune prix, hein. On récupère. Pour le moment, on pas Non, mais encore- c'est bien encore- pour le Real, pour Maréchal. pour Lavergne-Maréchal. peut-être qu'un jour on aura un chez Josiane avec Bertrand Lavergne-Maréchal. Et puis la rumeur Oula. veut qu'ils sont en train de travailler à un film de dark fantasy SF qui s'appellerait Tout bon, tout furious. On a hâte. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, ma voix serait allée à Elle les copains, parce que quand même cette scène finale, on ne savait pas, on était jeunes. Vraiment, ça m'avait bouleversé. Bref, on se retrouve demain pour le film Patrimoine. Il sera question de Tu me vois pas. Bye les amis et gloire au satin.